agronomes, on se rend compte que l'élevage, l'agriculture, ce sont des domaines très, très, très sensibles. Ne vient pas à l'agriculture, à l'élevage, qui veut. Et ça doit être une ferme détermination à pouvoir avancer dans ce domaine. Si tu n'as pas cette détermination-là, au premier cycle, peut-être ça a bien marché. Au second cycle, tu te retrouves face à des problèmes. Soit tu as une maladie, soit tu as mal géré les animaux, etc. Tu perds tout. Et tu reviens à zéro. Tu reviens à zéro. J'ai vu certains jeunes dire, je ne vais plus m'engager dans les histoires d'élevage. Ah, c'est vrai. Je ne vais plus m'engager dans ça. Donc, ça veut dire que... Il y a une petite crise à ce niveau. Ah. Parce que l'effort de l'État continue pour que les jeunes aillent vers l'agriculture. Oui, ça continue, mais il faut que... Ça fait partie de ses objectifs jusqu'à ce jour-là oui, qu'on parle. Il faut que ceux qui aillent vers ce secteur soient des gens qui aiment le secteur. Et puis il y a un autre phénomène que je suis en train d'observer. La personne n'est pas du secteur. Quand je dis n'est pas du secteur, à la maison, avec son papa, sa maman, ils ont élevé des poules, ils ont élevé des porcs, ils ont fait planter quelques maniocs, tout ça là. Et puis, on lance un projet et on dit il y a un financement de 20 millions. Il dit je viens prendre 20 millions. C'est ce qu'on rencontre à nos formations. Mais on veut créer une entreprise. On ne fait pas l'élevage familial. C'est pas un élevage familial. Moi, j'élève les poules à la maison, j'ai des porcs, j'ai des canards. J'ai ça à la maison. Mais si on me dit d'aller prendre ce financement, je dis non. Parce que quoi? Je sais que je le fais de manière familiale. Quand il s'agit de créer une entreprise, c'est tout un boulot. Avant, peut-être qu'avant tu le faisais seul. C'est là où on va parler de la gestion prochainement. Oui. Avant, tu le faisais seul. Maintenant, tu ne peux plus. Parce que là, c'est un financement que tu as eu. Ça doit respecter des normes. Les paramètres changent quand on parle de financement. Et les jeunes ne sont pas formés à ça. Ils se disent, ah, je suis agriculteur depuis 18 ans. Mais ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il n'a pas mis un plan à terre. Il ne maîtrise plus les variations, les changements climatiques. Il ne maîtrise plus ces choses-là. Mais il vient prendre un financement. Comme il a fait de manière familiale, il a les notions, tout ça là, c'est facile pour lui d'écrire, ou bien c'est facile pour lui, devant quelqu'un qui finance, de pouvoir, on va dire, ah, il a la maîtrise. Mais il a la maîtrise dans la bouche. Il n'est plus dans la pratique. Et face à ces difficultés-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent le financement. Mais désolé, sur le terrain... C'est autre chose. C'est carrément autre chose. Mais l'idée, ça veut dire que la problématique de l'idée, en réalité, elle est à moitié réelle. Oui. Ça veut dire que les jeunes ont effectivement des idées, mais peut-être c'est comment les exploiter. Comment les mettre en œuvre, ouais. Comment les transformer en projet. Oui. Je suis étonné. Je connais un jeune. Il a fait la série A4. Mais il faisait les robots depuis l'âge de 8 ans. Et après le campus, et il n'a pas fait le campus, il a fait une école privée de la place. Même la filière qu'il avait choisie, c'était pas un truc qui était lié à la robotique ou bien... Mais il crée des robots au Togo ici. Actuellement? Actuellement. Crée des robots? Il crée des robots. Et il est où? Et on ne le voit pas. Je vais chercher son numéro si on a la chance. S'il est toujours au Togo, parce que son optique c'était de pouvoir aller dans une école américaine de technologie. Pour ça veut dire que les Américains, lui, il est là, il est partant pour que les Américains le récupèrent. Non, il a besoin de formation et d'approfondissement. Il ne dit pas qu'il va rester... Qui te dit ça? Quand l'Américain va voir qu'un Africain qui crée des robots, il ne va pas le laisser. Je connais un jeune, c'est un jeune, je ne le connais pas personnellement, il y a ça qui est passé sur les réseaux sociaux, qui a refusé littéralement d'aller dans une école américaine parce qu'il proposait une technologie très avancée,
et on voulait le récupérer. Il a refusé. Il est au Togo actuellement? Non, pas, il n'est pas togolais. Okay. Il n'est pas togolais. Je vais vérifier son nom et je te le donne. Je ne veux pas appeler un nom. Et je ne me rappelle plus bien du pays, si je te dis le pays. Mais c'est une information qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il a refusé. Et il est resté dans son pays. Il dit qu'il veut apporter cette technologie pour son pays, pour développer son pays. Aussi, faut-il que ce pays-là reconnaisse que ça, c'est une technologie et puis qu'on en fasse usage. J'en parlais ce matin avec les collègues. Et il y a des gens qui aujourd'hui, parce que je me demandais depuis là, en Afrique, pourquoi l'Africain même ne peut pas se créer son propre portable, ses appareils téléphoniques. Parce que là, on nous espionne. Parfois même on te demande, on te pose des questions, voulez-vous qu'on accède à vos micros, à votre micro, tout ça là, alors que nous tous nous savons que c'est de l'espionnage. Alors que aussi bien que vous voulez bien utiliser votre portable, si vous n'acceptez pas, c'est parfois difficile de procéder à certaines utilisations, d'aller dans de bons usages. Voilà que avec cette pratique-là, nous sommes espionnés à plein temps. Il faut reconnaître que nous sommes espionnés à partir de nos portables. Mais l'Africain devait penser à créer. C'est là où on me disait, même ce matin, qu'il y a quelqu'un qui a créé, qu'il y a des Africains qui ont créé leur propre portable, mais difficilement on arrive à les sentir. Oui. C'est quelle marque, on ne le sait pas. Il faut aller maintenant, je vais rentrer dans ces détails-là pour voir au moins quel est cet Africain-là qui a créé ce portable, ces appareils. Je pense qu'il est congolais. Il est congolais, mais on va aller. Parce qu'il y a une entreprise au Congo qui fait les portables. Mais c'est quelle marque? Et comment cette entreprise est là? Vous avez vu comment Nokia, on a parlé de Nokia, on parle d'Apple, on parle de Samsung, mais une marque africaine, elle est où? N'oublions pas que, je peux dire, les grandes puissances ont une machine de communication. Non, les grandes puissances occidentaux, mais ça dit en Afrique, qu'est-ce qui peut-être que le gars là, c'est pour venir à cet exemple, le gars a refusé, il reste dans son pays, est-ce qu'on a pu développer, transformer cette technologie-là, et cette technologie, ce savoir-faire-là, en potentialité, en richesse? Et je pense qu'il y a un travail à faire aussi en Afrique. Il faut que l'Africain commence par comprendre qu'il a du potentiel, qu'il peut faire énormément de choses et puis qu'il peut aller loin. Il y a ça, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas de l'Europe, mais quand on va en Europe, on les découvre. Et on se dit, j'ai une amie qui a été aux États-Unis et puis elle me dit, mais Otis, tu sais que là où j'étais, il n'y avait pas de connexion Internet. Je devais me déplacer avant. Donc, mais est-ce que tu as une fois entendu ça? Donc, il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est-à-dire, les Occidentaux sont arrivés à créer leur machine d'information. Ils laissent filtrer des informations qu'ils veulent vers l'extérieur. Et il fit de manière à ce qu'on ait la majorité que de bonnes informations de leur pays. Et ce travail, l'Africain doit commencer par le faire. Et c'est pour ça, à partir d'un moment, j'ai refusé les messages sur WhatsApp qui dit l'Africain, l'Africain, l'Africain. Et puis, une fois, j'ai demandé à un ami, combien de fois tu as vu un message sur WhatsApp qui dit le blanc, l'américain. Ah, c'est quand même. J'ai refusé ce message et c'était un grand frère qui avait balancé. Et puis je lui ai dit non, il faut qu'on arrête ça quoi. Nous devons comprendre que nous avons des capacités. Nous devons comprendre que nous avons de la valeur. Si on retourne en arrière, la plupart du temps on dit ce sont les Africains qui ont construit la France. On a travaillé, mais quand tu retournes en France, on a parlé de plusieurs révolutions pour être là où ils sont. Ils y sont arrivés comment? Si ce n'est pas l'Afrique qui les avait aidés à se développer.
Ils y sont arrivés au prime abord comment? Donc ça veut dire, oh, si on fouille bien, les matières premières, c'est en Afrique. Nous avons tout. Tout est en Afrique. Hein. Nous avons tout pour nous développer. Mais on se dit, et quand on dit non, si tu vas en Europe, il y a tout, tu as... Mais... Il y a tout aussi en Afrique, mais on le reconnaît, ce n'est pas un problème seulement de jeunes, parce qu'il faut l'analyser encore. Et continuer par analyser, je le dis, parce que l'entrepreneuriat, c'est et des idées et du financement. Vous avez de l'idée, il faut avoir la capacité de transformer cette idée-là. Est-ce que c'est là ou est-ce que ça fausse? Est-ce que c'est les idées comme... Parce qu'il faut reconnaître, on peut dire, oui, l'Africain a des idées, l'Africain a des idées. Mais peut-être que la façon dont il faut transformer cette idée-là en projet, pour parler d'entreprise, ça aussi, peut-être que ça manque. Oui. Ce qu'il faut reconnaître, il faut savoir que nous sommes en guerre. En guerre comment? C'est-à-dire, les pays européens ont besoin de matières premières pour produire ce qu'ils ont à produire. La Chine a besoin des matières premières. Les États-Unis ont besoin de matières premières. Nous avons les matières premières. Quand ils viennent en Afrique, ils ont des objectifs. L'objectif premier de ces États, ce n'est pas de voir l'Afrique développer. Moi, ils sont en commerce. Moi, je veux ta matière première. Même si la Chine dit aujourd'hui, comme le dit, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant dans le sens où... Les Chinois, c'est gagnant-gagnant. Dans le sens où la Chine se dit, moi, je ne m'ingère pas dans vos problèmes. C'est la même chose. L'ingérence c'est le commerce. Oui, l'ingérence qu'on voit pour les autres pays, c'est parce qu'ils ont un objectif derrière. Donc même le gagnant-gagnant de la Chine, c'est parce qu'il ne s'ingère pas dans vos problèmes. Vous gérez vous-même. Lui, il veut sa matière première. Je crois que la Chine, sa façon de fonctionner est un peu stratégique. Et la Chine fait tout pour signer de bons contrats. De bons contrats, parce que quoi? Elle sait que avant qu'il n'arrive, il y avait des gens qui étaient sur le terrain. C'est de la concurrence. Si on est en concurrence, si quelqu'un vend le produit à 400, et moi je viens, je le vends à 399, c'est pour avoir beaucoup plus de clients que lui. Donc, la Chine est en concurrence avec les autres pays. Donc, il faut trouver une stratégie où on préfère la Chine que les autres pays. Et ça, c'est clair. Donc, nous devons savoir que nous sommes dans une guerre. Et si on ne se réveille pas... Une guerre qui risque d'être fatale. Parce que quand on parle de produits locaux, on parle de tout ça. Là, moi, je pense que ça serait... Il faut nécessairement que les pays africains reviennent un peu. Parce que c'est des contrats qui sont signés pas pour 1 an, 2 ans. Peut-être pour une dizaine d'années. Et là, au même moment, sur le terrain, ce qui se passe, c'est que les produits locaux, ce n'est pas seulement Togo, mais en Afrique, c'est ce qu'on observe, que les produits locaux n'arrivent pas à être véritablement commercialisés. Et malheureusement, si vous êtes dans un pays où la consommation est moindre et que le pouvoir d'achat est très peu élevé, vous allez voir qu'on ne se base que sur des produits qui sont moins chers. Et les produits qui sont moins chers en Afrique aujourd'hui, c'est beaucoup plus des produits chinois. Et la Chine se fait de l'argent. Et on parle de l'entrepreneuriat et comment les producteurs locaux, comment les entrepreneurs locaux peuvent s'en sortir. On va en parler davantage parce que, tel que je l'ai dit, je savais très bien que le contexte, le thème comme on l'a énoncé, est très vaste, mais c'est pour aller en profondeur. C'est tout c'est toute une histoire à raconter, donc il faut aussi faire partie de cette histoire-là, à partir de cette émission Parole à l'entrepreneur. À vous les auditeurs qui nous suivent, nous sommes presque à la fin de cette émission. Il y a beaucoup de thèmes qu'on va aborder prochainement. Il faut parler aussi de l'audace, parce qu'il faut avoir une idée. Bien sûr qu'il faut avoir une idée entrepreneuriale, la transformer, mais pour la transformer aussi, parfois, il faut aussi il faut oser. Il faut savoir risquer. Il y a beaucoup de thèmes qu'on va aborder prochainement, surtout par rapport au risque et à l'audace. Parfois, il faut risquer, pas parce qu'on a un financement et on court. Non, ça, c'est pas le risque.
Il y a beaucoup de plans sur beaucoup d'autres paramètres de ce risque-là. Il faut aussi qu'on parle de ce fait. Il y a le cadre même, le cadre légal de la chose. Il y a les fiscalités aussi, on va aborder ces termes. On parle souvent de plans d'affaires, de projets, de documents projets. Vous êtes encore ça, c'est encore de votre domaine, on va aussi en parler. Donc, vous voyez que moi j'ai parlé de 4 numéros, mais ça ne suffira pas. Mais davantage, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura davantage des témoins avec des recherches qu'on va prendre. On va aller vers, on va faire beaucoup de recherches pour étayer et pour que cette émission soit davantage une émission de culture, d'apprentissage, d'éducation, mais beaucoup plus d'affaires, parce que c'est toujours ça qui marche. Oui, tout à fait. Monsieur Lassé, ça a été un plaisir de vous avoir ici dans ce studio. Je pense qu'on a beaucoup à se dire. J'espère que vous aurez beaucoup aussi à dire. Comme vous l'avez vu, on n'a rien fait. Il y a beaucoup à dire. Et préparez-vous pour nous donner d'amples informations. Et surtout, comme vous savez le faire avec des exemples, et pour que ça puisse nous aider dans l'apprentissage en matière d'entrepreneuriat. Merci d'être passé et on se retrouve pour le prochain numéro, la semaine prochaine, et bien de choses. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Et pour terminer, je dirais que moi, je crois que le Togo va avancer. Je crois en l'Afrique et je pense que du moment où on commencera par penser que nous pouvons faire quelque chose, nous sommes capables de faire quelque chose, nous sommes le changement, et que